Bonsoir à tous, merci de votre présence pour cette table ronde qui est organisée à l'occasion de la publication de ce numéro de la revue Futurine, numéro janvier-février, comportant un gros dossier cerveau et apprentissage dont vous avez les principaux auteurs devant vous. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on a passé beaucoup de temps l'année dernière, on a beaucoup publié sur les questions d'intelligence artificielle. Il était temps de s'intéresser un peu aux intelligences humaines, notamment au cerveau humain. C'est ce qu'on commence à faire avec ce dossier. Je vais laisser Jean-Pierre Bélier, qui a très largement contribué à le structurer, à le piloter, introduire ce dossier. Jean-Pierre Bélier est inspecteur général de l'éducation nationale, professeur associé à l'Université de Bordeaux, membre du comité de rédaction de la revue Futurine. Il est l'auteur d'un papier sur l'exploration du cerveau. Jean-Luc Vertier est ancien responsable de formation du personnel de direction de l'éducation nationale, responsable de l'organisation Apprendre et former avec les sciences cognitives. Il a publié un article dans ce même numéro sur les neurosciences et l'avenir de l'éducation à partir de tout un travail expérimental que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Grégoire Borst est professeur de psychologie, de développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris-Descartes, directeur adjoint du LAPSI-D, laboratoire de psychologie, de développement et de l'éducation de l'enfant. Il est l'auteur d'un papier dans ce dossier « Comment fonctionne le cerveau ?» qu'avons-nous appris au travers des différentes recherches. On terminera par Jean-Claude Dedin, professeur et chercheur en intelligence artificielle, auteur lui-même d'un article dans ce même dossier, intelligence artificielle et intelligence humaine. Et le défi, c'est de vous parler de tout ça sans déborder d'une heure d'exposé. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour nous aider finalement à clarifier nos propres pensées sur ce sujet, tant, comme vous le savez, il est complexe et protéiforme. Alors, déjà, peut-être une mise au point, pourquoi s'intéresser au cerveau ? C'est vrai qu'en ce moment, il y a un effet de mode qui, je veux dire, envahit les médias, écrits, télévisuels, et que, d'une certaine manière, il était opportun, peut-être, de s'en saisir, mais peut-être pour lui donner une autre consistance. Et ça a été un peu notre ambition à Futurible, c'est-à-dire ne pas simplement céder à l'effet de mode, puisque l'effet de mode il y a, ne pas non plus se laisser aller à penser que derrière le cerveau, tout ce qui est relatif aux neurosciences et aux sciences cognitives, est la solution miracle pour résoudre tous les problèmes de l'humanité, mais simplement se dire que c'est un véritable sujet d'intérêt, peut-être dans une perspective rabelaisienne, qui consiste à dire que science sans conscience ne serait que ruine de l'âme. Donc abordons la problématique scientifique du cerveau, mais dans une perspective, dans une ambition qui ne considère pas que le cerveau est un élément hors sol qui ne nous, finalement, se développe à l'insu de notre plein gré. Et je dis ça à dessein pour que vous compreniez bien ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que dans des écoles. J'ai vu très récemment, dans un établissement scolaire, un enfant qui avait été, du fait de l'intérêt que portent les enseignants sur ces questions du cerveau, des neurosciences, je l'ai vu parce qu'il m'a été signalé comme étant particulièrement performant sur le sujet. Et en le faisant parler, il m'a sorti un moment une formule que je vous demande de bien avoir à l'esprit, parce qu'il avait des petits problèmes de comportement, on va dire. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi il avait ces problèmes de comportement, il m'a dit « Vous savez, c'est pas moi, c'est mon cerveau ». Voilà. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement significatif de la façon dont aujourd'hui cette question envahit, je dirais, la place publique et parfois au risque, d'une certaine manière, de lui donner une dimension tout à fait, si ce n'est contestable, en tout cas discutable. C'est vrai qu'on connaît depuis une trentaine d'années de véritables avancées sur tout ce qui est relatif aux neurosciences et principalement au cerveau. Les techniques d'imagerie cérébrale n'y sont pas pour rien.
Je pense que Grégoire risque de nous en parler, puisque c'est un élément essentiel qui permet de s'engager dans une compréhension un peu plus approfondie de la façon dont tout ça fonctionne. Mais pourquoi on a demandé à un expert de l'intelligence artificielle d'être avec nous? C'est parce qu'il y a en même temps quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, cette espèce d'interdépendance qui existe entre les neurosciences et l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence connective et l'intelligence humaine. Tout ça, c'est quand même, ça fait système. Et s'intéresser au cerveau sans regarder finalement tout ce qui se passe autour, c'est peut-être passer à côté de l'essentiel. En tout cas, c'est la question que nous nous sommes posée collectivement et à laquelle on aimerait essayer de répondre en votre compagnie. Je ne vais pas reprendre quelqu'un que j'apprécie beaucoup, à savoir Joël de Ronet, mais Joël de Ronet, dans les années 70, en conceptualisant, en émettant le concept d'homme symbiotique, avait essayé justement d'appeler un peu notre attention sur cette question de la façon dont l'intelligence humaine se déployait dans un environnement, dans un système dont elle était partie prenante, en même temps conceptrice et en même temps, d'une certaine manière, objet plutôt que sujet. Bon, dans ce contexte, donc, moi je considère qu'on ne peut pas ignorer l'enjeu de la connaissance du fonctionnement du système cérébral. Et c'est la raison pour laquelle Futurible a souhaité consacrer différents épisodes à cette question. L'épisode qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui que, bien évidemment, Hugues a rapidement évoqué, à savoir celui de la place du cerveau, des neurosciences, des sciences cognitives dans les apprentissages. Mais ce n'est pas le seul, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas parler du cerveau sans s'interroger sur, certes, son fonctionnement ou ses fonctions, mais aussi son organisation, mais aussi, d'une certaine manière, ses travers, ses difficultés, ses dysfonctionnements. Et il est certain que dans le courant des numéros à venir de Futurible, on abordera bien évidemment tout ce qui est ce qu'on appelle les les dysfonctionnements que vous connaissez, qu'ils soient cognitifs, sociaux ou émotionnels. Il sera nécessaire d'aborder la question des pathologies, du vieillissement, les influences qui altèrent ou pervertissent un peu ce fonctionnement. Il y a un sujet très en vogue actuellement qui est le débat sur l'influence des écrans ou l'usage immodéré des écrans sur le développement cognitif, on va dire cérébral de manière générale. Mais il y a aussi, vous savez bien, on en parle souvent, la surexposition aux ondes électromagnétiques. Hein, c'est un sujet. Alors, en ce moment, ce n'est pas de celui dont on parle beaucoup des écrans, mais vous allez voir que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va revenir sur cette autre question-là. Notre sommaire 428, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui êtes abonnés, et pour les autres, je ne saurais vous dissuader de l'acquérir. Le sommaire d'aujourd'hui, donc de ce numéro-là, et donc qui va finalement alimenter notre table ronde, il est fait de 3 ambitions. 1, traiter du cerveau apprenant. Voilà, alors donc il parle de cerveau apprenant, bien évidemment, parle d'apprentissage, parle de développement cognitif, mais pas uniquement cognitif, parce que on apprend aussi par nos émotions et on apprend aussi par nos interactions sociales. Mais tout ça, effectivement, c'est traité par un cœur de réacteur qui, aujourd'hui, en tout cas, semblerait être nos cerveaux, et c'est à lui qu'il faut s'intéresser. En même temps, ne pas oublier, comme je l'évoquais, c'est que le cerveau pris isolément du reste, comme font certains chercheurs dont je n'évoquerai pas le nom, mais indépendamment du contexte, c'est quand même, d'une certaine manière, oublier l'essentiel, c'est-à-dire que sans interaction avec l'extérieur, avec l'environnement, le cerveau a visiblement quelques difficultés, mais Grégoire nous le confirmera certainement, à se développer sereinement. Et puis enfin, surtout,
comme je l'évoquais tout à l'heure, mais j'insiste beaucoup là-dessus, essayer de comprendre en quoi intelligence artificielle et intelligence humaine, donc cerveau, neurones humains et réseau de neurones artificiels, finalement se complètent, se marient, ont vocation à travailler ensemble plutôt que, comme certains le pensent dans quelques cercles, dans quelques cénacles, les uns auraient vocation à remplacer les autres. Ou si ce n'est à les remplacer, tout du moins à venir les compléter de façon telle que l'humanité en serait fondamentalement transformée. Sans transition, peut-être d'ores et déjà demander à Grégoire Borst aujourd'hui de nous enrichir de ces lumières sur ce qu'est un cerveau qui apprend et ce qu'on sait du cerveau qui apprend et surtout ce qui nous reste à découvrir du cerveau. Donc l'idée, c'est un peu la quadrature du cercle, c'est d'essayer de vous présenter comment fonctionne le cerveau en une vingtaine de minutes et vous dire un peu ce sur quoi on travaille aujourd'hui dans les laboratoires de recherche pour vous dire où on en est de cette recherche-là, notamment en interaction avec l'apprentissage et l'éducation, avec cette idée en tête que les neurosciences cognitives, d'une part on parle de neurosciences cognitives, on ne parle pas de neurosciences, parce que les neurosciences c'est un vaste champ, donc il y a des gens qui s'intéressent à la décharge et à l'action d'un neurone, c'est pas du tout ça dont il est question ici, c'est de savoir comment on peut commencer à essayer de comprendre l'articulation entre les laboratoires de recherche qui travaillent sur les grandes lois de l'apprentissage dans le cerveau humain et finalement l'apprentissage et la pédagogie dans les écoles, en disant qu'il n'y a pas de rôle prescriptif de l'un sur l'autre. C'est-à-dire que c'est certainement pas moi qui vais dire par exemple à Jean-Luc, voilà comment il faut faire dans tel type de pédagogie, mais par contre je peux, par la discussion qu'on peut engager, essayer d'imaginer quelle pourrait être la pédagogie et l'éducation au XXIe siècle. Donc je vais essayer de faire tout ça dans un temps relativement court et vous dire un peu qu'effectivement on est quand même dans une ère nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a 20-25 ans, il y a des nouvelles technologies qui ont émergé, qui ont permis pour la première fois dans l'humanité de voir le cerveau. Non seulement de visualiser le cerveau, mais visualiser le cerveau en fonctionnement. Et c'est la première fois qu'on peut reconstruire de façon tridimensionnelle un cerveau et de montrer à quelqu'un finalement l'organe qui produit sa conscience d'être ce qu'il est. Et donc c'est quand même une révolution majeure. C'est-à-dire que l'émergence de l'imagerie par résonance magnétique, il faut comprendre que c'est du même ordre que l'apparition du microscope. Alors pendant 20-25 ans, tout le monde a dit, pendant 60 ans, les gens ont regardé le microscope, il y avait plein de ce qu'on appelle en anglais des naysayers, c'est-à-dire des gens qui regardaient ça en disant oui, ça servira à rien, ça marchera jamais. On a révolutionné totalement la médecine nouvelle grâce au microscope. On va révolutionner la médecine aujourd'hui et l'éducation probablement via cet outil qu'est l'IRM. Mais évidemment pas en pensant le cerveau de façon complètement dématérialisée hors de son contexte, mais c'est en essayant de comprendre les lois de l'apprentissage dans le cerveau humain dans un contexte et notamment dans un contexte social. Mais c'est vrai qu'on a par exemple commencé à comprendre, on sait peu de choses sur le cerveau. Le cerveau, je rappelle, c'est 86 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions entre ces neurones. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'Internet. Je veux dire, si on pense qu'Internet c'est complexe, dites-vous qu'à tout moment de notre cerveau, on a un système qui est beaucoup plus complexe. Donc on ne sait pas grand-chose finalement du cerveau. On en sait finalement très peu. Donc il y a 100, 150, 200, 300 ans, et je pense que ça reviendra à cette problématique de l'opposition intelligence artificielle, intelligence humaine. On ne sait pas grand-chose finalement de l'intelligence humaine, donc se dire que l'intelligence artificielle va être calquée sur l'intelligence humaine, je pense que dans ces cas-là, les algorithmes ne seront pas très performants, parce qu'on ne sait pas grand-chose de l'intelligence humaine. Bon, on sait deux, trois choses. La première chose, c'est que c'est un fonctionnement qui est éminemment intégré et hiérarchisé dans le cerveau, et extrêmement distribué. C'est-à-dire que cette idée, une zone, une fonction, c'est pas du tout ce qu'on sait du cerveau. Le cerveau, ça marche de façon très distribuée, de façon très intégrée, avec des réseaux de neurones extrêmement importants, totalement distribués dans le cerveau, qui vont progressivement au cours de la maturation cérébrale se ségréguer et s'intégrer les uns aux autres. Donc on va apprendre à faire travailler différentes zones ensemble. Et le fonctionnement par défaut de notre cerveau, c'est un fonctionnement extrêmement hiérarchisé où l'information montante et descendante va se croiser en permanence. C'est comme ça que ça fonctionne. La problématique, c'est que quand on s'intéresse au cerveau, on a une difficulté fondamentale qui est l'intégration des différents niveaux d'observation. C'est-à-dire qu'on a le neurone, qui est la brique de base du cerveau, qui est la cellule pensante, d'une certaine manière, qui a une activité spontanée, qui va décharger, donc on appelle ça des potentiels d'action, qui permet de conduire l'influx nerveux d'un neurone à un autre, donc de gérer de la transmission de l'information. Ça, c'est au niveau très moléculaire. Et puis,
Au regard, on a l'activation au sein d'un réseau de neurones qui permettent l'émergence de certains processus cognitifs et socio-émotionnels. Et l'intégration entre ces deux niveaux, aujourd'hui, on ne la comprend pas, on ne la connaît pas. On a très très peu d'idées entre la décharge d'un neurone et l'activité qui est produite, l'activité cognitive ou socio-émotionnelle qui en découle. Donc ce niveau d'intégration et cette intégration des différents niveaux d'observation, c'est ça le grand enjeu aujourd'hui des neurosciences. C'est faire parler des gens qui travaillent en neurosciences, je dirais, moléculaires, avec des gens qui travaillent comme moi en neurosciences cognitives et en neurosciences intégratives. Donc c'est ça l'enjeu, je dirais, des 50 prochaines années dans le champ des neurosciences cognitives fondamentales, c'est comment on arrive à articuler ces différents niveaux d'observation. Et il y a une difficulté supplémentaire dans le cerveau, c'est que c'est un système extrêmement complexe, mais en plus qui commence à se développer in utero et qui continue à se développer ex utero. On a une caractéristique particulière en tant qu'espèce humaine, c'est qu'on est l'espèce dans laquelle le cerveau continue à se développer le plus tardivement. C'est-à-dire que contrairement à d'autres espèces, notre cerveau va continuer à se développer jusqu'à 25 ans. Donc il y a aussi là un paradoxe, c'est-à-dire qu'on donne une carte d'identité et on dit vous êtes majeur à un adolescent en fait, parce que du point de vue de sa structure cérébrale, il deviendra adulte à 25 ans. L'organisation de notre cerveau, elle prend l'organisation que nous avons, nous, adultes, autour de 25 ans. Et il y a des processus de maturation extrêmement importants qui vont se créer, qui vont de l'ordre de la création de neurones, ça c'est ce qui va se passer essentiellement in utero, c'est-à-dire qu'on va passer de quelques cellules souches qui vont se diviser à une vitesse incroyable pour donner 86 milliards de neurones, et ex utero, à l'extérieur du cerveau, donc évidemment influencé par l'environnement, tout d'un coup, on va multiplier les connexions entre les neurones. Et on va avoir des moments de la maturation cérébrale où va se créer plusieurs millions de connexions entre les neurones à la seconde. Donc on imagine évidemment que comme on est à l'extérieur, on est déjà dans l'environnement, évidemment l'environnement va avoir un effet sur la maturation cérébrale et sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Donc il faut comprendre ça aussi, c'est-à-dire comprendre le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant, comprendre ses apprentissages, c'est aussi le comprendre au regard de la maturation d'un tissu biologique particulier, qui est le cerveau, qui est le tissu biologique le plus complexe finalement qu'on a au sein de notre corps humain. Donc cette maturation cérébrale, elle va s'opérer à différents rythmes dans différentes régions cérébrales. Et cette maturation cérébrale, elle consiste essentiellement à une diminution de l'épaisseur du cortex. Le cortex, c'est la couche externe du cerveau dans laquelle on a le maximum de corps des neurones. Donc ce n'est pas les fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, elles sont plutôt dans la matière blanche. Et ce qu'on sait, c'est qu'en gros, il y a deux grandes périodes dans la maturation cérébrale de chacune des zones du cerveau. Une première période où on multiplie les connexions, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, des millions à la seconde. Et puis, c'est en gros l'ouverture du champ des possibles. C'est je ne sais pas encore quel sera mon environnement, donc pour être le plus adapté à mon environnement, je multiplie les connexions, donc en gros je peux m'adapter le plus rapidement possible, et une fois que je suis bien adapté à mon environnement, je vais sélectionner les chemins les plus pertinents dans mon cerveau, et donc je vais diminuer le nombre de connexions. En diminuant le nombre de connexions, de façon mécanique, je diminue l'épaisseur corticale. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que cette maturation, elle s'opère à un rythme extrêmement dynamique et de façon extrêmement non linéaire. Et donc il y a un espèce de paradoxe, parce que notre biais, c'est qu'on regarde l'âge comme un système chronologique, et donc on se dit, la maturation, elle doit nécessairement être très linéaire, un peu comme la taille ou un peu comme le poids. C'est-à-dire que quand on est un enfant en train de se développer, oui, ma taille augmente, mon poids augmente. Mais du point de vue de la maturation cérébrale, c'est absolument pas ce qui se passe. C'est extrêmement dynamique et non linéaire. Et là, il y a un premier renseignement déjà pour l'apprentissage et pour les sciences de l'éducation. C'est que contrairement à ce qu'on enseigne dans les SP, le développement cognitif, il n'est pas lui aussi linéaire et cumulatif. Il est totalement dynamique et non linéaire. Donc ce que nous avait appris Piaget, qui est le père fondateur de la psychologie du développement, qui est cette idée qu'on doit modéliser le développement cognitif par grands stades cumulatifs d'un bébé qui n'a peu ou une intelligence relativement simple à un adulte qui a une intelligence extrêmement complexe, c'est totalement faux du point de vue de ce qu'on peut observer de la maturation cérébrale, mais aussi du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. C'est-à-dire que cette idée de grand stade, elle ne tient pas pour deux raisons. D'une part, parce que les bébés ont beaucoup plus de compétences que ne le pensait Piaget. Les bébés sont capables de faire des statistiques bayésiennes. Les bébés sont capables de faire des opérations arithmétiques du type 5 plus 5 égale 10. Ils sont capables aussi de comprendre les interactions sociales entre les agents dans l'environnement. Ça, Piaget ne l'avait absolument pas vu, parce qu'il utilisait une méthode particulière qui était la méthode piagétienne clinique, dans laquelle il posait des questions à l'enfant autour d'un problème de raisonnement logique. Et puis, le deuxième problème pour Piaget, c'est toutes les découvertes faites notamment par Kahneman, tous ces biais de raisonnement en tant qu'adultes auxquels nous sommes systématiquement sujets. Et du point de vue piagétien, ce n'est pas possible. Chez Piaget, quand vous arrivez à 15 ans, vous êtes au stade des opérations formelles, vous avez acquis une nouvelle structure logique et vous ne faites plus d'erreurs de raisonnement.
On voit bien que ce n'est pas le cas. On passe notre temps à faire des erreurs de raisonnement, et même dans des situations relativement simples. Et donc ça amène à complètement revoir, au regard de la maturation cérébrale, ce qu'est la maturation et le développement cognitif et socio-émotionnel. C'est un système beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, très dynamique et non linéaire, où l'erreur, elle n'est pas tant âge-dépendante, mais elle est beaucoup plus contexte-dépendante. On voit bien qu'on est capable de mobiliser des compétences dans un contexte et qu'on a beaucoup plus de mal à les exprimer dans un autre contexte. Et donc, il y a certains modèles du développement, comme celui qu'on développe au laboratoire, qui ont comme cœur fondamental, qui prennent appui sur la théorie de Kahneman, avec cette idée qu'on a deux grands systèmes de pensée dans le cerveau humain, faits d'automatismes, qui nous permettent d'être extrêmement adaptés à notre environnement. On a des routines qui nous permettent de trouver très rapidement la solution, sauf que ces routines, par moments, elles nous amènent à nous tromper de façon systématique. Et de l'autre côté, on a quelque chose qu'on a emprunté d'ailleurs aux gens qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui sont les algorithmes logiques, les algorithmes exacts. C'est-à-dire ces procédures que, si vous les appliquez et vous appliquez toutes les sous-étapes de la procédure, vous trouvez forcément la bonne solution au problème. Sauf que c'est très coûteux pour votre cerveau, que votre cerveau, il consomme énormément d'énergie, donc dès qu'il trouve un automatisme qui fonctionne mieux qu'un algorithme, il utilise l'automatisme. Et donc vous avez besoin d'un troisième système dans le cerveau humain pour apprendre, qui est un système d'arbitrage, qui est dans votre cortex préfrontal, qui vous permet au cas par cas de passer d'un automatisme à un algorithme exact. Et ce qu'on a montré, c'est que c'est vrai dans la vie de tous les jours pour apprendre, mais c'est aussi vrai à l'école. Il y a plein d'apprentissages fondamentaux dans le domaine de la lecture, dans le domaine des mathématiques, qui reposent sur cette capacité à un moment à dépasser des automatismes qu'on a créés dans des apprentissages antérieurs. Typiquement, reconnaître des lettres en miroir du type B et D, ça nécessite de bloquer un automatisme visuel dans notre cortex visuel qui est la généralisation en miroir. C'est extrêmement adaptatif pour la reconnaissance d'un objet, c'est évidemment délétère pour la reconnaissance des lettres en miroir. Donc apprendre, c'est aussi apprendre à contrôler ces automatismes. C'est vrai aussi dans le domaine des biais de raisonnement, c'est vrai aussi sur la simple comparaison des nombres décimaux du type 5,4 et 5,342. Les enfants vont vous dire que 5,342, c'est plus grand que 5,4. Simplement parce qu'ils ont appris jusque-là les nombres entiers et qu'ils transfèrent les propriétés des nombres entiers sur les nombres rationnels. Donc apprendre, c'est aussi déconstruire des apprentissages antérieurs. Jusqu'à maintenant, c'est essentiellement poser la question de savoir en quoi l'apprentissage et le contexte social va transformer le cerveau. Et je dirais que c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, vous en avez tous entendu parler, c'est comment mon cerveau va se reconfigurer suite à des apprentissages. On a notamment dans les savoirs fondamentaux, si on s'intéresse à l'école et notamment à l'apprentissage des mathématiques, on sait que le réseau qui sous-tend la cognition mathématique, elle repose sur un certain nombre de processus localisés notamment dans le cortex pariétal, et vous avez un endroit dans le cerveau qui répond spécifiquement, dès que vous faites un traitement quantitatif des objets dans votre environnement, dès que vous comptez, dès que vous estimez approximativement du nombre, vous activez votre sillon intrapariétal. Vous savez que votre cerveau est plissé, donc c'est dans un des petits plis de notre cortex pariétal. Dès qu'on fait des approximations du nombre, on sait qu'on active cette région-là. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on sait quels sont les processus neurocognitifs qui sont engagés dans la cognition mathématique notamment, on peut commencer à se poser la question de se dire, est-ce qu'on peut inventer des interventions pédagogiques qui permettent de compenser des déficits de certains enfants, dont les 10 dont tu as parlé, notamment les enfants dyscalculiques, qui sont basés non pas sur une approche purement didactique et pédagogique, mais qui sont basées sur est-ce que je peux renforcer chacun des processus neurocognitifs qui sont importants dans la cognition numérique. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais on a Teresa Iuculano, qui est une chercheuse qu'on vient de recruter au CNRS. Elle a montré, quand elle était à Stanford, qu'elle pouvait, à travers une intervention de 8 semaines, alors c'est du tutorat individualisé, ça ne marche pas forcément sur un groupe classe, mais en tout cas, au bout de 8 semaines, elle est capable de complètement compenser le déficit entre des enfants dyscalculiques et des enfants tout venant dans la résolution de problèmes arithmétiques, et c'est sous-tendu par une normalisation complète du réseau qui est impliqué dans la résolution des problèmes arithmétiques. Donc on arrive, en jouant sur des interventions spécifiques basées sur ce qu'on sait du cerveau, à avoir des effets leviers extrêmement importants, notamment dans le domaine de la pathologie. C'est vrai aussi quand on s'intéresse à l'effet du contexte social dans lequel l'enfant va se développer. On sait par exemple que le niveau socio-économique, ça a un effet extrêmement important sur le cerveau en développement. Et on sait que ça a notamment un effet parce que quand on se développe dans un milieu défavorisé, on est beaucoup plus soumis à un stress chronique, que ce stress chronique, vous savez que ça va augmenter de façon automatique l'hormone du stress dans le corps humain, qui est le cortisol, et que, pas de chance, dans notre cerveau, on a des récepteurs au cortisol, et dans toutes les structures qui sont engagées dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Les structures de la mémoire, les structures du langage, et toutes les structures qui sont engagées dans les fonctions de haut niveau, typiquement planification, contrôle émotionnel, contrôle cognitif.
Et là, il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire que quand on se pose la question de comment combattre la pauvreté à l'école, c'est une des actions du recteur Gilles Pécou à Paris. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on imagine comme intervention pédagogique? Au-delà de l'approche systémique ou l'approche sociologique, c'est qu'est-ce qu'on propose aussi pour ces enfants d'un point de vue pédagogique. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on peut, et c'est ce qu'on essaye de tester au laboratoire, c'est de vous dire un peu la recherche qui est en train de se faire sur ces questions-là, on essaye précisément de se poser la question de se dire, est-ce qu'on peut imaginer des interventions pédagogiques qui ciblent des processus neurocognitifs qu'on sait déficitaires chez ces enfants qui sont issus de la pauvreté, de la grande pauvreté, pour justement les aider à compenser une partie de leur déficit. Encore une fois, ce n'est pas des enfants qui ont des troubles des apprentissages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiologie biologique, alors problématique. Ils n'ont pas un cerveau qui fonctionne différemment. Les 10, ils ont typiquement un cerveau qui fonctionne un peu différemment. Un enfant qui naît dans la grande pauvreté, il n'a pas un cerveau qui fonctionne différemment, il a un cerveau qui se développe différemment parce qu'il a, il a un environnement qui est moins riche et que l'absence de richesse de cet environnement va entraîner des délais dans la maturation de certaines zones cérébrales. Donc il y a aussi un enjeu ici parce qu'on oriente de façon massive les enfants qui sont issus de la grande pauvreté vers les classes spécialisées, alors que ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas de troubles des apprentissages. Ils n'ont pas de difficultés spécifiques d'apprentissage. Ils ont un retard, d'une certaine manière, qui pourrait être compensé en jouant sur leur environnement cognitif, émotionnel, ce qui permettra de diminuer le stress. L'autre question, et c'est une question qui est assez nouvelle, qu'on essaye d'étudier dans notre laboratoire, c'est en quoi le cerveau va contraindre les apprentissages. Ça, c'est relativement nouveau, c'est de se dire, mais le tissu biologique a aussi un effet sur nos apprentissages. Et on s'intéresse notamment à un marqueur spécifique qui est le plissement cortical. Votre cerveau, de façon très surprenante, quand il est in utero, quand il est en train de se développer, il y a un moment de sa maturation où il est complètement lisse. Et puis entre la 26e et la 36e semaine, tout d'un coup, votre cerveau va se plisser. Ce qui va faire que chacun d'entre nous, un peu comme nos empreintes digitales, on a une empreinte un peu particulière de ces plissements. Tous les cerveaux sont similaires, c'est-à-dire qu'ils ont tous deux hémisphères, un peu comme tous nos visages sont structurés de la même manière. On a tous deux yeux, un nez, une bouche, enfin, 99% d'entre nous, on va dire. Néanmoins, on est tous différents. C'est exactement pareil pour nos cerveaux. Ils sont tous structurés de la même manière, mais ils sont tous différents. Ils ont tous une singularité, et notamment dans ces plissements. Et la question qu'on s'est posée au laboratoire depuis quelques années, en utilisant justement des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de reconnaître automatiquement la forme de ces plissements dans le cerveau, c'est en quoi la forme de ces plissements, qui sont déterminés in utero, et qui ensuite ne bougent pas pendant le développement, ils ne sont pas du tout affectés par l'environnement ou par la maturation cérébrale. Ils sont fixés une fois pour toutes. Donc c'est une espèce de fenêtre pour regarder en quoi le cerveau peut contraindre des apprentissages ultérieurs. Ce qu'on a montré, c'est que la forme de ces plis dans le cerveau, et notamment l'asymétrie entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, ça explique en partie la variabilité interindividuelle. C'est un espèce de marqueur de l'origine de la singularité humaine. Et on est en train de travailler notamment dans une collaboration avec des chercheurs qui travaillent sur la drosophile pour essayer justement d'essayer de comprendre les différents niveaux d'observation et pour regarder chez la drosophile aussi si cette asymétrie, elle donne, je dirais, un avantage, puisque ce qu'on remarque dans toutes nos études, c'est que l'asymétrie donne un avantage sur la symétrie au niveau comportemental. Voilà, vers où on va? On va en fait vers des interventions pédagogiques individualisées. C'est ça la grande idée. L'idée, c'est qu'en connaissant mieux le cerveau et en connaissant mieux la singularité de chaque cerveau, on va pouvoir commencer à se poser la question de se dire quelle pédagogie pour quel individu. Évidemment, il y a des lois d'apprentissage qui s'appliquent à tous, mais on voit bien que l'individualisation des pédagogies, c'est un peu le Graal. On avait commencé avec Alfred Binet en 1905. Je rappelle que la commande à Alfred Binet, c'était essayer de créer des outils qui permettent d'identifier dans les classes les enfants qui répondent mal à la pédagogie générale. Et on oublie la deuxième partie de la phrase qui est importante, pour leur proposer des pédagogies alternatives. Donc, début du XXe siècle, on y était. Je pense qu'au début du XXIe, on y est toujours. Et puis la deuxième grande idée, c'est que si on arrive à individualiser pour chaque individu, ou en tout cas pour des sous-groupes d'individus qui répondent mieux à certaines pédagogies que d'autres, on peut se poser, est-ce que des entraînements ciblés sur certains processus permettent d'avoir des effets leviers et de compenser certains déficits? Et on a notamment montré au laboratoire que quand on s'entraîne pendant 5 semaines à contrôler un certain nombre de ces automatismes, on produit des changements dans le cerveau, on produit des changements dans l'activité spontanée du cerveau, on produit des changements dans la connectivité entre les différentes aires corticales. 20 minutes, je m'arrête là. Juste pour vous dire que ça se transfère. Ça se transfère par exemple sur les capacités de concentration des enfants. Donc, entraîner le contrôle des automatismes, ça joue aussi sur l'attention. Et on sait que l'attention, c'est un peu une des problématiques qui se posent dans la classe. Et je crois beaucoup à une autre chose pour vous dire que tout ça, c'est sur le cerveau. Et que je crois beaucoup à faire participer la communauté pédagogique à tout ce que nous faisons, mais aussi du point de vue
de l'expérimentation, et que la prochaine grande étape de ce qu'on est en train de faire autour des neurosciences cognitives appliquées à l'éducation, c'est la recherche collaborative et participative qu'on est déjà en train de mener, notamment avec Nathan. Et voilà, merci beaucoup. Finalement, tu as toi-même pensé la transition qui va nous permettre peut-être de mieux voir comment tout ça se tricote sur le terrain. Quelles sont les conditions dans lesquelles ça se tricote au mieux? Jean-Luc? Merci Jean-Pierre. Et puis merci Grégoire d'avoir fait cette habile transition qui démontre qu'en fait la présence des personnes à la table est parfaitement complémentaire dans cette chaîne qui nous conduit de la recherche jusqu'à l'élève. Et en fait, avec mon équipe, puisque je représente une équipe, nous sommes une quarantaine de personnes qui forment une mosaïque de compétences, qui vont de quelques chercheurs à des responsables du système de l'éducation, mais pas que de l'éducation nationale, ça peut aller jusqu'à des jeunes adultes, et y compris des adultes en difficulté, mais aussi des enseignants, des expérimentateurs et des formateurs. Bien, alors en fait, nous représentons ce segment qui ne relève pas de la recherche. Nous ne sommes pas des chercheurs. Moi, je ne suis pas un chercheur. Je suis un ancien proviseur responsable de la formation des collègues sur le territoire. Et ce qui m'avait personnellement plus que heurté, c'est ce rôle possible de la modalité pédagogique dans des incidences personnelles de déconstruction de représentation de l'élève qui apprend, jusqu'à une fracture scolaire qui engendre une fracture sociale dans des quartiers où l'échec de la pédagogie demande vraiment à être revisité. Et à l'époque, il y a une dizaine d'années, lorsque je suis rentré en contact avec des chercheurs en sciences cognitives, ils m'est apparu, mais c'est un peu trivial, que peut-être que du côté des sciences cognitives, dans cette adéquation entre la manière dont le cerveau fonctionne et ce qu'on en fait dans la classe, on pourrait peut-être trouver des leviers qui permettraient non seulement aux enfants d'être mieux, mais pas seulement sur le plan de la cognition pure, de l'apprentissage pur, mais comme le disait Grégoire tout à l'heure, c'est bien systémique, et il y a aussi là tout le rôle de l'émotion, de l'accompagnement, de la représentation que l'élève a, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on applique des modalités, par exemple sur la mémoire, etc., les premiers effets qu'on observe, ce sont des effets très psychologiques. C'est ça qui est étonnant, des effets de climat de classe, et avec une répercussion également sur le climat dans lequel l'équipe pédagogique va travailler. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut dissocier cet apport des sciences cognitives dans l'apprentissage pour l'élève, et on en parle tout le temps et on a l'impression de ne parler que de cela, mais en fait, ça va de pair avec la manière dont l'enseignant va reconstruire la représentation de son métier. C'est-à-dire qu'introduire des concepts des sciences cognitives, c'est aussi dire aux enseignants, nous sommes au début d'une aventure, ceci est extrêmement complexe, nous n'avons pas de valise avec des trucs magiques qui permettraient demain matin de faire la révolution et de permettre à tous les enfants de... Non, ça n'existe pas, mais en revanche, il existe des pistes. Qu'allez-vous faire de ces pistes? Donc c'est à chaque enseignant, à chaque équipe pédagogique de s'approprier ces pistes-là, d'en connaître le fondement, d'où l'importance d'une formation sur le cerveau pour ces enseignants-là. S'ils n'ont pas cette formation, ils ne voient pas pourquoi ils changeraient leur routine. Mais les impliquer dans cette affaire, c'est leur dire, il y a des pistes, il y a un très grand nombre de paramètres, l'âge des élèves, la personnalité des élèves, votre expérience, ce que vous savez faire, etc. Tout ça est d'une grande complexité, il y a de nombreux paramètres, dont vous allez expérimenter. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire dans notre équipe, c'est-à-dire qu'on propose à des enseignants un certain nombre de pistes autour de 4 axes, qui sont la mémorisation, la mémoire, qui a une fonction beaucoup plus importante qu'on l'imagine, comment fonctionnent les mémoires, les différentes mémoires. Elles fonctionnent de façon extrêmement complémentaire dans la résolution d'une tâche scolaire, etc. Comment tout ça fonctionne? Donc, on va vous proposer d'essayer, par exemple, la mémorisation à rythme, plus ou moins expansé, des séquences de mémorisation en classe, des effets
de stimulation de la mémoire entre vous, etc. Quelle place la mémorisation prend dans la classe, est-ce que c'est dans la classe ou à l'extérieur de la classe, etc. Tout ça, c'est extrêmement pratique, mais pour l'instant, c'est peu connu. C'est peu connu de la part des enseignants, donc on leur dit, ben, essayez. Donc on leur propose un cadre, on leur propose des sortes de fils, et ils expérimentent, chacun comme ils le peuvent, si possible en équipe, et au bout de quelques semaines, de quelques mois, ils nous rendent compte de ce qu'ils font. Alors la différence et le lien et la continuité avec ce que vous a présenté brillamment Grégoire, c'est que vous êtes dans la recherche avec des méthodes, la méthodologie scientifique pure qui permet de crédibiliser une pratique. Nous ne pouvons pas l'être. D'abord, nous ne sommes pas des chercheurs. En revanche, le pas qu'on essaye de faire, dans lequel on essaie d'avancer actuellement, c'est de faire une sorte, alors je suis prudent sur les mots, une sorte d'expérimentation, comme on dit, contrôlée, randomisée, comme on dit maintenant, enfin, voilà, mais c'est-à-dire, voilà, de proposer à, par exemple, 1000 élèves, avec l'organisation proposée pour des enseignants, de leur dire, voilà, vous allez identifier une sorte de corpus de connaissances, puis vous allez appliquer des réactivations avec des rythmes bien précis, etc. Donc ils ont le mode d'emploi, ils s'astreignent à le faire, et l'expérience est en cours actuellement, et on verra à la fin de l'année si, alors nous on le fait sur une tranche d'âge bien déterminée, etc., quel effet ça a, etc. La théorie nous dit oui, ça marche, etc., mais dans la pratique, c'est quand même autre chose. Donc, cette histoire d'expérimenter, de douter, de revisiter ces routines et de s'interformer avec les enseignants, toi, tu sais faire plutôt quelque chose sur la différenciation pédagogique qui est fondamentale, effectivement. Toi, tu sais faire quelque chose avec les outils numériques qui permettent de faire des tests, de faire des feedbacks proches, enfin, tout un jeu de pratique, etc. Tout ce capital, ces pépites de compétences, on essaie de les fusionner pour faire monter en charge une sorte de compétence collective. Ça, c'est un de nos grands enjeux. Ce n'est pas uniquement focus sur l'élève individuel, etc., qui avance. C'est vraiment tout un ensemble. Et je voudrais compléter par quelque chose qui nous paraît, pour nous, fondamental. Alors, c'est peut-être mon ancienne fonction de responsable de la formation des cadres de l'éducation nationale, mais sans le management de l'établissement, l'accueil de ces problématiques-là par l'équipe de direction, la manière dont on va écouter les projets, mettre en route les projets, accompagner les projets, les faire rayonner dans l'établissement, etc., sans cela, ça ne marche pas. On l'a démontré X fois. Je vous prends un exemple. Imaginons qu'une équipe pédagogique fasse travailler une classe sur des techniques de développement de l'attention, sur des techniques de mémorisation, etc. Voilà. Ils sont 3-4 enseignants autour d'une classe. Ils font cela. Ça change les pratiques professionnelles des enseignants, nous l'avons dit. Ça change aussi la manière de travailler des élèves. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? La classe monte d'un cran et les profs, ils montent d'un cran aussi. Comment ça se passe l'articulation? Si l'équipe de direction n'assure pas cette continuité, n'assure pas cette articulation entre les différents niveaux, cet édifice expérimental est extrêmement bien perçu des élèves. Ça crée un dysfonctionnement majeur. Donc si l'équipe de direction n'est pas là pour engager tout un climat et toute une organisation en classe, en équipe, avec des tablettes qui ont telle fonctionnalité pour permettre ceci, cela, etc., ça ne peut pas fonctionner. Donc, si vous voulez, dans notre équipe, on travaille un peu sur tous les tableaux. C'est-à-dire l'élève en faisant une confiance, j'allais presque dire inconditionnelle, de chercheurs comme ton équipe ou d'autres, etc. Mais nous, il faut aussi qu'on soit très prudent parce qu'il se dit tellement de choses, etc. Donc il faut qu'on essaie d'avoir une espèce de clairvoyance compliquée pour nous de faire. Heureusement que des collègues comme Grégoire ou quelques autres sont là parce qu'on ne pourrait pas, on n'a pas cette compétence-là. Et donc on essaie de faire avancer tout en même temps. Alors, clairement, notre équipe fait de la sensibilisation. Il faut d'abord sensibiliser évidemment les collègues. S'ils ne savent pas quels sont les enjeux, les possibles et les limites, comment voulez-vous qu'ils mettent en route des modalités différentes? Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas possible. Donc on commence par des phases
de sensibilisation. Bon, personnellement, j'ai fait peut-être 300 ou quelque chose comme ça, interventions, ça fait des dizaines de milliers d'enseignants. C'est un petit saupoudrage. Ensuite, il faut accompagner par un projet, mettre les gens vraiment dans la main à la pâte, si je puis dire, voilà, pour faire se développer des expériences et observer ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, mais pourquoi ça marche, etc. Et c'est cette collecte qui est d'une richesse passionnante que nous opérons depuis maintenant une petite dizaine d'années, qui nous aide un petit peu à avancer, mais, comme je vous disais tout à l'heure, en interface avec la recherche d'une part sans laquelle on ne peut rien faire, et sans la bienveillance et l'écoute des responsables du système éducation nationale, à qui nous apportons peut-être des éléments, enfin je l'espère, des éléments nouveaux pour essayer de trouver des orientations un petit peu différentes sur le système. Voilà. Donc, si vous voulez, cette dynamique-là, alors, nous, on a actuellement dans notre sillage, on a à peu près, alors c'est difficile à estimer, mais on a à peu près 3000 enseignants, donc ça représente à peu près 600 à 800 classes qui, sur une proposition d'une trentaine de modalités, qui vont, donc je le répète, autour de la mémoire, de la compréhension, de l'implication active, le cerveau actif, etc., et sur l'attention, avec en filigrane la différenciation qui est le vieux serpent de mer de l'éducation nationale, parce qu'on ne sait pas vraiment comment le traiter. Donc, comme tu le disais tout à l'heure dans l'entretien qu'on a eu tout à l'heure, avec cet apport très réfléchi et complémentaire de quelques outils d'intelligence artificielle qui commencent à arriver, comment on peut arriver à conjuguer un petit peu tout cela. Donc c'est un peu le travail que nous essayons de réaliser. Merci Jean-Luc de nous avoir montré que tout ça pouvait avoir une véritable déclinaison sur le terrain avec toutes les précautions d'usage et oratoire que tu as évoquées. Donc on va sans plus attendre connecter Monsieur Eudin qui justement va peut-être nous conduire à détruire quelques mythes sur la menace de singularité que l'intelligence artificielle pourrait faire peser sur l'intelligence humaine et peut-être nous amener à comprendre les choses de façon un peu plus raisonnée. Merci de m'avoir invité à cette table ronde très, très intéressante. Je m'intéresse à la fois évidemment aux aspects scientifiques, mais aussi aux aspects imaginaires autour de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle est le lieu actuellement d'énormément de fantasmes et donc et d'approximations, voire d'erreurs, hein, qui sont souvent dites et aussi malheureusement parfois écrites dans certains ouvrages. Donc c'est un lieu de fantasmes. Alors des fois c'est des bons fantasmes puisque ça nous permet de réaliser ou d'avoir des romans ou des histoires qui nous passionnent, mais il ne faut pas mélanger finalement ces fantasmes et cet imaginaire avec la réalité des laboratoires qui est beaucoup plus laborieuse. Donc modestement, ce que j'essaye de faire ici ce soir, mais souvent également dans les conférences, c'est de démystifier un petit peu tout ça et de montrer que finalement l'intelligence artificielle elle est complémentaire de l'intelligence humaine et elle ne s'oppose pas, comme on le fait souvent dans notre société dualiste et cartésienne. C'est-à-dire on veut remplacer quelque chose par autre chose. Non, ça sont de nouveaux outils. Je ne vais pas le faire là, comme disait Jean-Pierre, démolir la singularité technologique. Donc, vous savez peut-être que c'est une théorie née d'un certain nombre de chercheurs. Celui qui l'a plus, je dirais, popularisé, c'est Ray Kurzweil, avec cette idée au départ, je dirais, qui paraît séduisante, c'est-à-dire que l'intelligence crée la technologie, et du coup, en retour, la technologie augmente notre intelligence, et on part dans une espèce de boucle qui, d'après lui, nous mènerait vers les années 2045 à l'émergence d'une super intelligence artificielle qui dépasserait tout ce qu'on peut imaginer, une quasi-divinité. Et du coup, ça serait la dernière chose qu'on aurait besoin d'inventer, puisqu'elle prendrait en charge ensuite
tout ce qu'on peut, tous les besoins qu'on peut avoir. Donc ça, c'est sa vision optimiste. Sur cette même question, Stephen Hawking avait des visions beaucoup plus pessimistes en disant, bah voilà, s'il y a une telle intelligence, eh bien, elle pourrait au contraire finalement décider de nous rayer de l'équation. Et on retrouve un petit peu d'ailleurs cet imaginaire classique qu'on a en Occident, que tout ça, la technologie, c'est une malédiction et que donc c'est une transgression des pouvoirs divins. Et finalement, à un moment donné, on doit payer les pots cassés, quoi. On aura un retour. Donc je ne vais pas dire pourquoi c'est faux et pourquoi la technologie n'augmente pas forcément l'intelligence, mais je pense que déjà intuitivement en disant ça, vous vous dites peut-être qu'il a raison. Et je vais remonter à cette histoire d'intelligence artificielle très rapidement. C'est une discipline effectivement relativement récente. Hein. On peut dire que le père fondateur de tout ça, c'est Alan Turing, un logicien que vous avez certainement entendu parler, et qui a participé pendant la Seconde Guerre mondiale au décryptage des codes allemands, mais aussi a écrit pas mal d'articles théoriques, et en particulier, c'est lui qui a formalisé le modèle de l'ordinateur moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des articles sur la machine universelle dite de Turing aujourd'hui. Et également, c'est le premier dans un article de 1950 à avoir imaginé qu'effectivement, sur ces machines universelles, nos ordinateurs, en leur donnant un programme adéquat, eh bien, on serait capable de simuler l'intelligence humaine, voire plus. Hein. L'IA naît formellement en 1956, donc une équipe du Luberlu, là, donc quand même Claude Shannon, Marvin Minsky, John McCarthy et autres, pour réfléchir pendant un été, je dirais, et c'est la première fois que le terme intelligence artificielle est donné. Il est volontairement polémique déjà à cette époque-là, c'est un terme qui fait beaucoup parler, hein, intelligence artificielle, c'est un peu bizarre. Déjà à cette époque-là, et il est polémique, surtout qu'on est à une époque où la grande démarche de réflexion sur ces problématiques, c'est la cybernétique. Et donc, il y a une bande du Luberlu qui arrive en disant « Non, ça ne nous intéresse pas, nous on va simuler les processus cognitifs du cerveau et on va appeler ça l'intelligence artificielle et vous allez voir ce que vous allez voir. » Déjà ça posait un peu les problèmes. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, c'est une longue histoire en fait d'hiver et d'été. Le premier été, c'est la création du domaine en 1956. S'ensuit un long hiver jusqu'à la fin des années 70, où là on découvre en gros, à Stanford en particulier, qu'on peut utiliser l'expertise pour créer ce qu'on va appeler des systèmes experts et que ça peut avoir des applications très intéressantes. Et pendant toutes les années 80, ça va être un deuxième été très, très torride sur l'intelligence artificielle qui va se stopper au début des années 90. Finalement, on a du mal à appliquer ça en pratique et donc on va revenir à des solutions plus traditionnelles. Et on va rentrer dans un nouvel hiver qui va durer assez longtemps. Je me rappelle à l'époque, puisque j'étais déjà au millénaire dernier dans ces rouages-là, eh bien, on parlait même plus d'IA parce que c'était mal poli, quoi. C'était mal vu, et on parlait d'informatique avancée plutôt que d'intelligence artificielle. Et puis, récemment, depuis 5-6 ans à peu près, il y a une nouvelle été. Alors là, il est plus que torride, puisqu'on retrouve un certain nombre de fantasmes. Le climax de ça est probablement, évidemment, certainement, la victoire de Lee Sedol, il n'a pas gagné, il a perdu d'ailleurs, contre AlphaGo de DeepMind, hein, une filiale de Google, rachetée par Google, et où le programme enfonce littéralement le joueur de Go dans une proportion qui est aujourd'hui sans commune mesure avec ce qu'on avait connu par exemple avec Kasparov aux échecs où Deep Blue avait gagné, mais voilà, c'était pas toujours le cas. Et puis là, la sanction est claire et tous les joueurs de Go aujourd'hui reconnaissent que les algorithmes de type de Google DeepMind sont quasi des divinités dans le monde fermé du Go.
Alors ils sont beaucoup plus objectifs et ils prennent ça beaucoup mieux que l'a pris Kasparov à l'époque, puisque lui a piqué une colère et a dit que n'était pas du tout d'accord avec quelqu'un avait triché, quoi, c'était pas possible. Là, en l'occurrence, les lycéens et les autres ont conclu que ça leur donnait une nouvelle opportunité pour améliorer leur maîtrise du Go et donc de continuer à progresser sur la voie. Je trouve que c'est une bonne approche et d'une certaine manière, c'est un petit peu le fondement de mon discours. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Pourquoi on en est arrivé là? En fait, c'est une idée de 1956, mais curieusement, les réseaux de neurones artificiels dont on parle tant ne sont pas nés dans l'IA, mais dans la cybernétique, justement, ce qu'elle disait, non, ça va pas marcher. Et donc, l'idée de deux chercheurs, McCulloch et Pitts, en 1943, on est dans la pleine époque finalement du digital. On commence à comprendre que on va pouvoir faire des ordinateurs numériques qui vont être beaucoup plus performants que les machines décimales, les automates de calcul décimales qu'on faisait auparavant. Et donc, on s'aperçoit de la puissance de la logique booléenne. Et donc, l'intuition de McCulloch et Pitts, c'est que au lieu de prendre des automates booléens classiques, le ou, le et, le non, on va s'inspirer de la cellule universelle de l'intelligence, le neurone, et on va essayer de la représenter sous la forme d'un automate relativement simple. Donc c'est simple, hein. C'est des entrées qui, à cette époque-là, sont binaires, des 0 et des 1, des coefficients, on va appeler par bio-inspiration des coefficients synaptiques, hein, et qui vont régler en fait la force de la connexion, une somme, donc on multiplie l'entrée par un petit coefficient et on ajoute. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. Et il y a une fonction non linéaire derrière, là ça se complique un peu, mais c'est juste un seuil. Et si la somme qu'on obtient est supérieure à ce seuil, eh bien le neurone envoie un 1, et si elle est inférieure à ce seuil, il envoie 0. Donc un automate relativement simple, hein. Mais l'intuition de McCulloch et Pitts, c'est qu'en mettant un certain nombre, eh bien on va pouvoir faire des machines qui sont au moins aussi performantes et universelles que l'est la machine de Turing, qui donne lieu à l'ordinateur. Et donc il démontre ça. Il démontre en particulier qu'en utilisant des neurones formels, eh bien, on a une certaine universalité, on peut construire n'importe quelle fonction mathématique. Et voilà. En 1958, donc 2 ans après, toujours dans le courant cybernétique, Frank Rosenblatt publie un premier réseau de neurones artificiels qui utilise ces neurones formels de McCulloch et Pitts, en s'inspirant de la vision chez la mouche. Hein, donc c'est un réseau relativement simple. Hein, en 1956, on n'a pas des ordinateurs capables de faire énormément de choses. Donc une entrée de ces neurones formels, une couche interne et puis une couche de sortie qui va donner les réponses. Et on connecte en fait, donc c'est une architecture extrêmement régulière. Il y a relativement peu de neurones, il y a une seule couche interne, voire pas du tout. Hein, et on connecte tous les neurones, toutes les connexions aux neurones de la couche précédente. Donc, on ne s'embête pas, donc c'est très régulier. Et on se dit que finalement, comme on a un coefficient, on peut tout connecter. En mettant à 0 ce coefficient, c'est comme si on n'avait pas de connexion. Et donc là, l'intuition, c'est qu'on va pouvoir faire apprendre à cette machine. Pas simplement exécuter des calculs, ça on sait le faire, mais on va pouvoir, en réglant les coefficients de façon adéquate, mais elle va pouvoir apprendre et même généraliser. Donc ça, c'est une question relativement forte. Et Frank Rosenblatt, une nouvelle fois, il démontre que c'est complètement possible. Et que cette machine a la capacité d'apprendre si on lui donne les bons exemples et qu'on a un algorithme qui permet de régler les coefficients correctement. Ça converge. Sauf qu'en pratique, on n'y arrive pas. Et on va pas y arriver pendant de très 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 nombreuses années. Il y a déjà des chercheurs MIT, dont Marvin Minsky, qui démontrent que finalement, il y a des fonctions sur lesquelles cette machine, on ne pourra jamais trouver, à cette époque-là, d'algorithme d'apprentissage correct qui nous permettent de fonctionner. Et puis, en 1985, eh bien, on découvre un algorithme qui résout ce problème théorique. C'est un algorithme qui est, comme tous les algorithmes maintenant, à coucher dehors. Hein, c'est
rétropropagation du gradient de l'erreur. Et donc, mais théoriquement, il résout le problème et tous les obstacles, et donc on se remet à espérer. Mais en 1985, eh bien, on arrive à appliquer ça que sur des petits cas très simples. Et on repart encore une fois dans un espèce de désert où seuls certains, je dirais, croient encore à la potentialité des réseaux de neurones. Comment marche cet algorithme d'apprentissage? Et je vais vous l'expliquer en 2 mots, de façon la plus simple possible, pour vous montrer ensuite d'évidence que notre cerveau ne fonctionne pas de cette manière. Eh bien, il marche de la manière suivante. On présente une image au réseau, si on prend le cas d'une image, un chat par exemple, et évidemment, l'information va transiter dans les différentes couches du réseau, donc ça va faire ses petites additions, ses multiplications, les seuils, et on va obtenir un résultat. Mais comme on n'a rien appris au réseau, il y a de fortes chances qu'on obtienne n'importe quoi. Donc des valeurs en sortie qui seront quasi aléatoires. Eh bien, en fait, par contre, on sait parfaitement ce qu'on veut reconnaître. On veut reconnaître un chat, on a même l'image. Donc si on compare la sortie du réseau avec ce qu'on souhaitait trouver, on a ce qu'on appelle l'erreur. On fait une simple soustraction, par exemple, et on a l'erreur que commet le réseau. Et qu'est-ce que fait cet algorithme relativement simplement? C'est qu'il va prendre cette erreur, ce chiffre finalement, et à rebours, donc cette fois plus de l'entrée vers la sortie, mais de la sortie vers l'entrée, modifier progressivement tous les petits coefficients, de façon hyper progressive, pour diminuer cette erreur. Ok? Alors, ça c'est le principe. On prend l'erreur et des petites proportions de cette erreur vont être modifiées petit à petit en allant vers l'entrée pour minimiser cette erreur. Bingo, ça marche. Et ça marche relativement bien. Alors expliquer comme ça paraît simple, en tout cas je l'espère. Pour y arriver, c'était beaucoup plus compliqué. Hein. Mais on est en 1985. Hein. L'algorithme, il est quasi découvert en même temps par Yann Lequin, dont vous en entendez parler, qui est un Français, et puis George Hinton, un Canadien à l'Université de Toronto. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi dans les années 2010, là, pourquoi on a d'un seul coup cet envolé? Eh bien parce qu'on a résolu le problème de l'application en pratique de cet algorithme. Pendant des années, on le connaissait, mais on ne savait pas l'appliquer. Et vous voyez les petits chiffres là en termes de reconnaissance. Hein, si on dit simplement j'essaie de reconnaître des chats, eh bien le système se plante grosso modo 1 fois sur 2. Il va reconnaître une banane, un chien, enfin tout dépend de... Et donc on se dit, on peut utiliser ces réseaux pour les applications simples, mais dès que c'est un peu compliqué, on va éviter d'utiliser ces réseaux, puisque en fait, 1 fois sur 2, ils se trompent, grosso modo, donc c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Aux alentours des années 2012-2013, vous voyez qu'il y a des petits points verts qui s'allument, et là, évidemment, ça attire l'attention des chercheurs, et il y a un engouement relativement fort autour de ces résultats. Ce sont des résultats relativement empiriques, l'algorithme, il est connu. Mais on comprend à ce moment-là qu'il vaut mieux donner au réseau, pour l'entraîner, le plus grand nombre possible de données. Alors que jusqu'à présent, pour des raisons de puissance de calcul, eh bien, on était plutôt dans la limitation. Mais si on donne énormément de données, eh bien, on arrive, le réseau, à un fonctionnement qui est beaucoup plus intéressant. Hein, toujours tout à l'heure l'histoire par exemple du miroir pour un réseau, eh bien la tête du chat dans un sens ou un autre, c'est pas la même si on fait simplement un miroir et donc ça imposait des problématiques. Donc plutôt que d'essayer de le résoudre ce problème-là, eh bien il vaut mieux mettre des tas d'images de chats, le chat dans tous ses états, et le réseau par ses capacités de généralisation va arriver à retrouver la bonne information. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on multiplie comme ça le nombre d'images, ça va poser un problème de calcul. Ben oui, surtout que l'algorithme, il est très capricieux. Hein, à l'époque, il faut des semaines et des semaines à cet algorithme pour essayer de converger péniblement. Donc c'est compliqué. La deuxième découverte empirique qui est intéressante, c'est qu'on va s'apercevoir qu'on a dans les machines
eh bien, une manne de calcul parfaitement adaptée à cet apprentissage, à ce type d'apprentissage, sont les cartes graphiques des ordinateurs, les fameuses GPU, et qui vont accélérer, en les bricolant un petit peu, en les utilisant de façon astucieuse, eh bien, d'accélérer l'algorithme d'apprentissage. Tout simplement parce que, qu'est-ce que fait le réseau de neurones dans sa partie apprentissage? Il fait du calcul matriciel avec des additions, des multiplications, et puis quelques fonctions un petit peu bizarres à côté, mais grosso modo, et c'est exactement ce que c'est faire correctement en parallèle, eh bien, une machine qui calcule sur les images. Donc ça, c'est... Et donc, on est à cette époque particulière, 2012-2013, où on a un accès beaucoup plus simple aux données. Il y a 25 ans, si je voulais faire une étude sur le chat, eh ben, je prends mon appareil photo, faire un reportage, c'était compliqué, ça coûtait de l'argent, du temps. Aujourd'hui, je tape chat sur mon moteur de recherche préféré et j'ai des millions d'images de chats. Bon, c'est une métaphore, bien sûr, ça montre qu'on est à un moment où l'accès aux données est beaucoup plus facile. Deuxièmement, j'ai la manne de calcul qui me permet d'accélérer très fortement cet algorithme d'apprentissage. Au lieu des quelques semaines, ça devient quelques heures. Donc les expérimentations deviennent plus simples. Ce ne sont pas des supercalculateurs, donc les coûts ne sont pas astronomiques. Donc les laboratoires vont pouvoir s'en doter sans trop de difficultés avec leurs responsables financiers. Les expérimentations permettent d'avoir de nouvelles compréhensions comment ça marche, et on part dans une boucle, effectivement, où on obtient des résultats rapidement et de façon relativement spectaculaire. Mais comme vous avez vu, cet algorithme, même si on a des résultats qui sont spectaculaires, ce n'est pas la panacée. Il ne fonctionne pas absolument comme nous. Nous, on nous présente 3 chats, ça y est, on a compris, on va reconnaître le chat. Là, il faut des monceaux de données pour arriver à obtenir un résultat. Je vais insister maintenant, pour terminer, sur un petit peu justement ces différences. On a déjà vu une différence au niveau de l'algorithme d'apprentissage. Je ne suis pas le seul qui est étudié, loin de là, en intelligence artificielle, mais c'est le plus utilisé aujourd'hui, largement, dès qu'on veut faire des applications pratiques. Je n'ai pas abordé aussi la question de l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible, parce que je préfère ce découpage que j'ai proposé pour montrer un petit peu la différence dans les différentes formes d'intelligence. L'intelligence, ça peut être, si on la compare avec l'intelligence humaine, elle peut être sous-humaine. Et en fait, la très grande majorité des systèmes qu'on construit aujourd'hui avec l'IA, elle est sous-humaine. La reconnaissance vocale, par exemple, qui a fait pourtant de gros progrès, en particulier avec l'apprentissage profond, ce que je viens d'expliquer, eh bien, est encore en dessous de ce que sait faire l'oreille humaine. Donc on est bien dans un système non humain. Les systèmes conversationnels ne savent pas aujourd'hui tenir une discussion de plus de 30 secondes sans qu'on s'aperçoive que, évidemment, il y a un loup, quoi. C'est pas... On essaye de me vendre un truc, mais voilà, je ne suis pas capable de discuter de façon approfondie. Donc on est bien en phase de technologie sous-humaine. Ensuite, on va monter progressivement dans les échelons, équivalentes à un humain pour des tâches spécifiques. Beaucoup des applications des réseaux de neurones artificiels aujourd'hui rentrent dans cette catégorie. C'était déjà un peu le cas des systèmes experts. On est capable de faire des systèmes qui, basés sur l'expertise ou sur l'expérience humaine, vont permettre de l'utiliser, mais on n'aura pas un système qui surpasse, qui surclasse l'humain, l'expert humain. Supérieur à la plupart des intelligences humaines pour des tâches spécifiques. Ça, c'était déjà le cas d'une certaine manière avec Kasparov et Deep Blue. Mais on est sur une tâche spécifique, le jeu d'échecs, et on peut toujours trouver des gens ou des situations qui vont faire que la machine va être inférieure. Le stade d'après, on ne voit pas très bien, mais supérieur à toute intelligence humaine pour des tâches spécifiques. Là, on est dans le cas de l'Icédol et d'AlphaGo. C'est, quelle que soit la situation, quel que soit le joueur en face, il n'y a pas photo. AlphaGo, surtout la dernière version, est imbattable sur cette tâche spécifique.
Mais j'ai bien fait attention à utiliser la terminologie tâche spécifique. Vous pouvez reprendre AlphaGo, vous ne pourrez pas l'appliquer comme ça, en un claquement de doigts, sur une autre tâche. Il va falloir travailler beaucoup. Et déjà, pour faire AlphaGo, il y avait une équipe pléthorique de chercheurs et d'ingénieurs pour arriver à ce résultat. Le niveau 5, pour moi, c'est supérieur à l'intelligence humaine pour une majorité de tâches, qu'on appelle Artificial General Intelligence. Aujourd'hui, c'est hors de portée. On franchit un cap, là. Non seulement ça doit être supérieur ou équivalent à l'intelligence humaine, mais pour n'importe quelle tâche. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais aujourd'hui, c'est hors de notre portée, et à mon avis, pour un certain nombre de temps encore. On ne devrait pas le voir de notre vivant. Et le dernier niveau, qui est quasiment de l'ordre fantasmatique, c'est l'intelligence artificielle ultime, la singularité technologique, c'est l'idée que finalement, à un moment donné, l'intelligence artificielle générale va être capable de s'augmenter elle-même, et pour atteindre une singularité, le terme de singularité a été utilisé, parce qu'on ne sait plus trop, en rapport donc avec l'idée des trous noirs, l'horizon de prédiction, on ne sait plus trop ce qui se passera derrière. Donc ça n'arrivera certainement, en tout cas à mon avis, on est certain à penser, jamais. Pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas développer ici. La différence, là je voudrais pour terminer insister sur la différence entre l'intelligence artificielle telle qu'on les conçoit aujourd'hui et l'intelligence humaine. Eh bien, je ne vais pas faire... Il y a beaucoup de différences, mais pour moi l'essentiel c'est la complexité. On n'est pas du tout à les mêmes échelles de complexité. Même si dans AlphaGo, on est à des millions de neurones artificiels, eh bien à tous les niveaux, la complexité, elle est différente. En particulier, tu l'as dit, en termes de nombre de neurones, en termes de nombre de connexions, mais même en termes de type de neurones. Voilà, les neurones biologiques, il y a une zoologie quasi des neurones, alors il y en a une aussi de plus en plus en intelligence artificielle, mais finalement la réussite de l'IA, c'est une réussite de l'économie de moyens, avec un automate relativement simple, obtenir des résultats qui sont intéressants. Bon, ça a été dit aussi, c'est d'essayer de comprendre que finalement le cerveau, il est très intimement connecté au corps. Et lui-même, ce corps, il est dans un écosystème, il est résultat de l'évolution et de la coévolution dans cet écosystème. Aujourd'hui, les systèmes qu'on crée en intelligence artificielle ne sont pas du tout dans cet ordre-là. Vous prenez AlphaGo, qui est une divinité dans le monde du Go, il est tout puissant dans ce monde fermé de ces données, mais en dehors de ça, il est totalement incapable de faire quoi que ce soit. Donc ça ne veut pas dire qu'on soit pas capable de faire des progrès, mais ça veut dire des architectures qui sont très vraisemblablement très différentes. Mais déjà, il faut qu'elles soient connectées au monde, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on fait aujourd'hui. Il est massivement connecté au monde. Je conclus là-dessus, je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est développé un petit peu dans l'article, c'est de montrer que finalement ça a une raison en termes de science de la complexité derrière, c'est qu'on a plusieurs types de systèmes complexes, des systèmes ordonnés, des systèmes cycliques, des systèmes chaotiques, et que les systèmes intelligents, les systèmes qui nous intéressent, ceux qui sont capables d'évoluer, d'avoir l'intelligence, sont à une mince frontière entre ces systèmes. Ils ont besoin de l'ordre, pour être capables de mémoriser en particulier, mais ils ont aussi besoin d'une pincée de chaos pour être capables de créer une nouvelle structure. Donc c'est très développé évidemment dans les articles, et les machines qu'on construit, pour conclure aujourd'hui, sont résolument du côté ordonné. Et donc, elles n'ont pas cette plasticité et cette complexité qu'on a dans l'univers biologique. Voilà, là. Merci beaucoup, merci avocat.